Bonjour, chers confrères, bonjour, chers consoeurs. On est honoré d'accueillir avec nous professeur Omar, docteur Omar Mkouar, gynécologue obstétricien, qui va nous présenter des cas cliniques sur les ménométrorragies. Je vous laisse la parole, docteur. Ok, donc merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Et bien sûr, je souhaite tout le, je dirais tout le plaisir et toute la réussite à MG Maroc pour ce congrès qui est extrêmement riche de communication et dans une ville comme Agadir, qui est une très belle ville du Maroc. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer par les ménométrorragies. Donc, déjà, si on peut diminuer la lumière, c'est mieux, hein, parce qu'il y aura des vidéos. Donc, c'est clair que quand on a une patiente qui saigne, soit elle a des règles abondantes, soit elle saigne en dehors de ses règles. Donc, c'est clair qu'il faut réfléchir pour essayer d'avoir une bonne démarche diagnostique et pour essayer de réfléchir par rapport à la cause qui est responsable de ces saignements-là. Et à ce moment-là, essayer de... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'image. Ah d'accord, pardon. Voilà. Donc il faut réfléchir pour poser un bon diagnostic et pour trouver la cause et d'avoir une conduite thérapeutique adéquate. D'accord, je vais juste prendre... Ah, c'est bon. Téléphone pour voir. À quelle heure on doit terminer, s'il vous plaît? Il est midi. حتى الفوقاش ما عرفتيش midi 30. D'accord. Ok. Donc on va interroger pour voir le type de saignement. Comment est-ce que c'est un saignement qui est vulvaire ou un saignement vaginal ou un saignement d'origine cervicale, d'accord, ou un saignement qui vient de la cavité utérine. Par exemple hier, je reçois une patiente qui saigne et c'est clair que si je lui fais une écho et je ne l'examine pas correctement, ben je risque de passer à côté d'un diagnostic. Et en fin de compte, j'ai posé mon spéculum et c'était simplement le col qui saignait. Oh, c'est pénible. C'était simplement le col qui saignait, d'accord, donc on mouchetait le col. Et donc en fin de compte, c'était un col extrêmement inflammatoire et qui saignait facilement, d'accord? Et donc cette patiente-là, quand je l'interroge correctement, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que à chaque fois que j'ai un rapport ou à chaque fois que je vais aux toilettes, ben j'utilise des produits antiseptiques, je fais des irrigations vaginales. On lui a même dit que puisque vous saignez du col, eh ben utilisez du Négatol. Eh ben, tout ça c'est extrêmement agressif. Et ça ne respecte pas du tout la flore vaginale, l'écosystème vaginal. Donc, la première chose, avant de commencer à lui donner des traitements, c'est d'essayer de comprendre comment est sa flore. Ben, il faut lui faire un prélèvement vaginal, mais un prélèvement vaginal qui doit être étagé. Ça, c'est extrêmement important. Étagé veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prélever en arrière du col, au niveau du cul-de-sac postérieur, je vais prélever les parois vaginales et je vais prélever au niveau de la vulve. Et le laboratoire doit me dire comment est sa flore. Et si sa flore est correcte, à ce moment-là, je vais penser à autre chose. D'accord? Si par contre, elle a une flore qui est extrêmement pauvre et elle n'a pas de germes, à ce moment-là, je vais commencer d'abord pour rééquilibrer sa flore. Donc en donnant des probiotiques, en donnant des œstrogènes par voie locale, pour essayer d'améliorer tout ça. D'accord? Donc c'est très important de comprendre ce qui se passe au niveau de cet écosystème vaginal. D'accord? Donc voilà. Donc bien sûr, on voit le retentissement de ces saignements dans la globalité. Donc ça c'est important. Et on examine, comme j'ai dit, vulve, vagin, col, tout ça, toucher vaginal, toucher rectal, voir l'anus, voir cette fourchette anovulvaire, parce qu'il peut y avoir des érosions. Et en fin de compte, c'est pour ça que l'examen clinique, l'interrogatoire, est très important chez ces patientes-là. Ça peut être des hémorroïdes qui saignent, ça peut être plein de choses. D'accord? Donc c'est clair que la première des choses, c'est de ne pas passer à côté d'un néo du col. Cancer du col, bon, qui est la pathologie, je dirais, qui est encore assez fréquente chez nous. Et malheureusement, quand vous voyez un col qui est comme ça, avec des érosions, des trucs, c'est clair qu'il ne faut pas faire des frottis, ça ne sert à rien, parce que le frottis, c'est une cytologie, c'est des cellules. Et donc, c'est des cellules qui
qui est dans un col qui est bourgeonnant, avec une tumeur bourgeonnante, eh ben vous allez prélever que de la nécrose. Et donc si vous prélevez de la nécrose, le cytologiste peut vous dire que c'est négatif, que c'est un frottis qui est normal. Alors qu'en fin de compte, si vous faites un prélèvement histologique, c'est un cancer invasif. Donc le frottis, c'est dans le dépistage des lésions précancéreuses et non pas dans le diagnostic du cancer invasif. D'accord ? Donc voilà. Donc bien sûr, les examens clés, c'est l'échographie qu'on a dans notre qu'on a chez nous dans notre cabinet médical. Et bien sûr, il y a d'autres explorations qu'on fait. L'hystérosonographie aujourd'hui, elle a une place importante. Quel est l'intérêt de l'hystérosonographie? C'est pour faire quoi? Vous connaissez tous l'hystérosonographie. Voilà, c'est le diagnostic de la pathologie intracavitaire. Et comme voilà, aujourd'hui, il ne faut plus faire d'hystérographie, vous le savez très bien, c'est terminé l'hystérographie. Elle n'a plus aucune place, je dirais, en gynéco et même en infertilité. Aujourd'hui, on fait de l'hyphosie, du fertilité. Les gens ne font presque plus d'hystérographie. Le diagnostic de la pathologie endocavitaire, c'est l'hystérosonographie. Et en plus, l'hystérosonographie nous donne une idée sur le retentissement myométrial de cette pathologie endocavitaire. Donc, je dirais, c'est un examen qui est extrêmement important. Et bien sûr, quand on voit cette pathologie intracavitaire, on va faire l'hystéroscopie. Aujourd'hui, nous avons des hystéroscopes extrêmement fins et on le fait au cabinet médical, sans anesthésie, sans rien, et tout se passe très bien. C'est aussi fin qu'un hystéromètre ou là qu'un stérilet. Et on voit très bien. Donc, rien que pour vous dire comment sont les hystéroscopes aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'évolution de cette technologie. Et bien sûr, quand on ne comprend plus rien et quand on ne sait pas, on peut s'aider d'examens plus poussés qui est l'IRM. Par exemple, dans l'endométriose, aujourd'hui, l'IRM, c'est l'examen clé pour comprendre un petit peu la situation de cette pathologie endométriosique au niveau pelvien. Donc, c'est l'IRM pour voir des lésions superficielles, pour voir est-ce que cet endométrium, par exemple, est associé à une lésion, je dirais, péritonéale. Et à ce moment-là, c'est vachement intéressant. Et l'IRM aussi dans la pathologie néoplasique endométriale pour voir l'envahissement, la profondeur de l'invasion au niveau endométrial, par exemple. Donc, c'est un examen aujourd'hui, je dirais, de première intention. C'est-à-dire, si j'ai à choisir entre l'IRM et le scanner dans la pathologie pelvienne, c'est l'IRM. Ça, je vous dis franchement, c'est l'IRM. OK? C'est pas le scanner. Dans la pathologie pelvienne, c'est l'IRM en première intention. D'accord? Aujourd'hui, on ne fait plus de curetage. Logiquement, on ne doit plus faire de curetage. Toutes les villes du Maroc, je dirais les principales villes du Maroc, c'est clair, quand on est dans un coin retiré, on n'a pas d'hystéroscope, oui, mais quand on est dans une ville comme Marrakech, comme Agadir, comme Casa, comme Fès, comme Meknès, comme je ne sais où, Oujda, Ouhada, toutes ces villes-là sont pourvues d'hystéroscopes pour essayer de comprendre où se trouve la lésion, et on fait une hystéroscopie opératoire, et on résèque et on envoie. Alors que le curetage, c'est à l'aveugle, on fait un curetage à l'aveugle, on peut passer à côté de petits cancers, de l'endomètre par exemple. Donc l'hystéroscope est extrêmement important. Donc tout ce but de ces explorations-là, voilà, c'est la pathologie du premier trimestre, les lésions endocavitaires, les lésions interstitielles avec retentissement cavitaire et qui expliquent ces saignements-là. D'accord? Voilà, donc on avance. Voilà, premier patient de 15 ans. Donc c'est vous qui parlez, patient de 15 ans, première règle à 10 ans. On va aller du fonctionnel au pathologique. Voilà, patient de 15 ans, première règle à 10 ans et qui saigne. On ne peut pas baisser la lumière, ou allô? On ne peut pas baisser la lumière, Yac. Dommage. Il faut baisser. C'est le but. Il faut qu'on baisse la lumière. Donc c'est une coupe. C'est quelle coupe, Hadi? Voilà, sagittale de l'utérus avec un endomètre qui est fin. Je vais voir si je peux agrandir. Voilà. Est-ce que je peux? Voilà. Et vous avez vu ces ovaires?
Voilà, c'est un ovaire qui est truffé de follicules. C'est une patiente qui est jeune et qui saigne. Elle a 15 ans, elle saigne. Il y a un retentissement de son saignement. Elle a un trouble du cycle, il y a un retentissement de son saignement. Donc elle peut faire de l'anémie et tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Elle a 15 ans, elle a un trouble du cycle qui est d'origine, vous avez fait le diagnostic, il est au PK, c'est un trouble du cycle d'origine hormonale. Première des choses, voilà, je vois le retentissement, donc je vais faire l'hémoglobine, la ferritine, ainsi de suite, mais première des choses, j'essaie de régulariser son cycle. D'accord? Alors, on régularise le cycle par quoi? Soit avec une pilule à 20 gamma, soit avec des progestatifs. D'accord? Pilule, soit progestatif. À mon avis, il faut donner les progestatifs aujourd'hui qui peuvent marcher. C'est des progestatifs pas très agressifs, c'est-à-dire pas les macro-progestatifs. On ne va pas donner du primo-lieutenant à ce type de cas clinique. Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner de la dihydrogestérone. C'est pas pour dire que Abbott ou quoi que ce soit, mais franchement, il faut commencer par des choses qui ne sont pas très agressives. La dihydrogestérone peut faire l'affaire. Et je vais démarrer par 10 jours par mois. D'accord? Au départ, je donne 10 jours, je revois la patiente, et à ce moment-là, ça va être du 16e au 25e. Si je régularise mon cycle 16-25, c'est tranquille. Si par contre, elle continue encore un petit peu à saigner, je passe à 15 jours. Mais toujours, je vérifie l'endomètre, parce qu'elle peut saigner aussi par atrophie endométriale. D'accord? Et à ce moment-là, oui? Non, si elle saigne par atrophie endométriale, si j'ai un endomètre très fin avec de la progestérone, à ce moment-là, il faut que je rajoute des œstrogènes. Pour que les choses soient simples, je vais donner une pilule qui est très faiblement dosée à 20 gamma-diéthylèstradiol, qui contient de la progestérone et qui contient des œstrogènes. D'accord? Et souvent, et souvent ces patientes jeunes qui ont des troubles du cycle, souvent ça peut être dû aussi à une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Donc le fait de leur donner un peu d'hormones et après hop, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Oui. La dihydrogestérone, pour la pilule, je donne une pilule à 20 gamma-diéthylèstradiol. Non, la pilule. La du fastant. Du fastant, de la dihydrogestérone. Oui? Ah, la durée du traitement, je fais 3 mois de traitement, après je fais une fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire, en attendant que l'axe s'installe. D'accord? Deuxième cas clinique. 20 ans, elle saigne. Oui, les patientes qui saignent peuvent être enceintes comme elles peuvent ne pas être enceintes. D'accord? Elle est enceinte. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors voilà. C'est bien de repasser des vidéos anciennes parce que ça c'est très intéressant. C'est pour recadrer les choses. Hop, je m'arrête ici. J'ai une patiente qui saigne. La première chose que je sais quoi, le réflexe en tant que médecine pratique, cabinet, jette sur une zerbe. On dit la salle d'attente, c'est une femme, et ne pas passer à côté du diagnostic. J'ai posé mon spéculum, toujours le spéculum. Salam alaikum, échographie, ça je vous le dis. Hein. Spéculum, il faut toujours rester externe, étudiant en médecine. D'accord? On doit rester clinicien et étudiant en médecine qui vous connaissent dans ce beau dossier médical. Ah, donc ça, c'est très important. D'accord? Donc, je pose mon spéculum. J'ai vu que le saignement est endoutérien. J'ai fait mon écho. Je vois qu'il y a quelque chose au niveau de la paroi. D'accord? Donc, c'est le sac. J'ai une image. Donc, la première chose que je dois chercher, c'est en matière de grossesse, l'activité cardiaque, d'accord? Et autre chose? Voilà. Où se trouve l'image? Est-ce qu'elle est rétroplacentaire ou est-ce qu'elle est sous l'amnios? L'avantage qu'on a ici, le placenta, il est là. Donc, elle est sous-amniotique. C'est un hématome sous-amniotique. Donc, c'est un hématome sous-amniotique. Si l'hématome était à ce niveau-là, quel est le pronostic? Oui. Prenons le cas. L'hématome, au lieu qu'il soit là, il est là, ou le placenta est là, et ou chez le placenta. C'est quoi le pronostic? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Il est mauvais.
Parce que l'hématome peut être disséquant. C'est-à-dire qu'il va pousser le placenta. D'accord? Donc il peut être 10. Donc ça c'est extrêmement. Alors que là, il est en face. Donc ça peut être bon. D'accord? Ça peut être bon. La seule chose qu'il y a, c'est que bien sûr, je dois traiter une infection s'il y a une infection. Donc infection urinaire, infection vaginale et ainsi de suite. Je dois la mettre au repos cette patiente. Yak. Et quel est le deuxième réflexe que je dois avoir? Là, réflexe très important. Voilà. Le résus. Et qu'est-ce que je fais d'autre? En plus du résus, les RAI. Voilà. Les RAI pour voir est-ce que c'est négatif ou positif. D'accord? Si c'est négatif, et le résus négatif et le mari est positif, il y a un risque. D'accord? Surtout à cet âge-là. Le risque est extrêmement faible dans les grossesses extrêmement jeunes, c'est-à-dire à 7-8 semaines quand ça saigne, mais alors quand le résus est négatif chez la maman et le résus positif chez le papa. Mais les patientes à 12 semaines qui saignent, d'accord? Résus négatif, résus positif, RAI négatif, réflexe de donner des gamma-globules anti-D. Est-ce que les gamma-globules anti-D qu'on a chez nous, la durée d'action d'Yalhom? 3 mois, voilà. Donc ça veut dire que si je m'amuse à faire des RAI 1 mois après, ben ils vont être positifs, parce que c'est ce que j'ai injecté. Et ça sera la preuve de l'efficacité du traitement. Parce qu'avant, on faisait ça, ce qu'on appelle les anticorps passifs. D'accord? Diel l'injection, quand on est là, c'est un hématome sous-amniotique. Sous-amniotique, la définition. Parce que les hématomes, ils peuvent être soit sous-amniotiques, soit intra-amniotiques, soit rétrotrophoblastiques ou rétroplacentaires. D'accord? Hada, il est sous-amniotique, le pronostic est excellent. Et l'hématome, il peut augmenter. Mais là, comme il n'est pas derrière le trophoblaste, donc derrière le placenta, donc il y a moins de risque d'arrêt de la vascularisation fœtale. D'accord? Donc, comme il y a moins de risque d'arrêt de la vascularisation, donc, a priori, le pronostic est excellent. Je traite l'hypercontractilité utérine, les antispasmodiques, le repos. Alors, il ne faut pas hésiter à donner de la progestérone retard. Ça fait partie des recommandations. On donne de la progestérone retard, 1 ampoule par semaine. D'accord? Parce que notre progestérone qui est chez nous, elle est dosée à 500 mg. Donc, c'est des fortes doses, alors que chez les anglo-saxons, il y a des progestérones à 50 mg. Donc, c'est beaucoup moins, il y a 500 mg. Donc, on peut donner 1 ampoule par semaine de progestérone, retard, en plus des antispasmodiques. Et si je trouve qu'elle est hypercontractile, je ne dois pas hésiter à l'hospitaliser, par exemple. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Comment? Chinois. La progestérone jusqu'à l'arrêt des saignements. Bien sûr. Tant qu'il y a le saignement, tant que je donne. Antispasmodique, progestérone retard, plus la progestérone par voie orale. La dihydrogestérone, aujourd'hui, on peut la donner par voie orale. En dose d'attaque, c'est 4 comprimés par jour. En dose d'entretien, c'est 3 à 2 comprimés par jour. Le Dufastan. Parce que, et heureusement qu'on a le choix aujourd'hui et qu'on a l'AMN pour la dihydrogestérone, parce que la progestérone par voie vaginale, il y a des patientes qui refusent. L'observance n'est pas toujours à 100%. Donc on a le choix entre les deux. Et en plus, il y a moins d'effets indésirables quand c'est donné par voie orale entre la dihydrogestérone et la progestérone vaginale. Donc on a ce choix thérapeutique. Comment? On peut associer les deux. Bien sûr, comme je l'ai dit ce matin, quand on fait de la fertilité et on va faire un transfert d'embryon, aujourd'hui, nos protocoles, c'est l'association des deux. La dihydrogestérone par voie orale et la progestérone par voie vaginale. On peut associer les deux. Dans des contextes de contractilité, ça a un effet mieux relaxant et on n'est pas toxique. Oui, on peut. Il n'y a aucun problème. Oui. Comment? On peut donner 2-2. On donne 2-2 parce que franchement, quand vous prenez 4 comprimés d'un seul coup, c'est un peu, ça fait peur. Il vaut mieux donner 2-2.
D'accord? La fausse couche, c'est à l'intérieur de la cavité. C'est pas, vous êtes loin, vous êtes dans le vagin. Il faut poser les spéculums. Obligatoire. Dès que je placenta prévia recouvrant, dès que je touche vaginal, le diagnostic du placenta prévia recouvrant, c'est la sonde endovaginale. C'est elle qui va vous dire est-ce qu'il est franchement recouvrant ou là il arrive jusqu'à l'orifice interne du col. C'est l'écho endovaginal. D'accord? Non, non, non. Bien sûr, on ne va pas être brutal. On va y aller doucement. Bien sûr, et on met en confiance la patiente et on l'examine. Pour les gamma-globines anti-D, comme les RAI sont négatifs, il y a négatif, positif, je fais une injection parce que d'abord, on a l'immunoro qui est dosé à 300 microgrammes, ça protège 3 mois. Si elle ressaigne après 3 mois, je redonne encore une injection. Ça freine. Maintenant, il y a des recommandations françaises en matière de prévention de l'aluminisation rhésus. C'est quoi? C'est à 28 semaines d'aménorrhée, je fais une NFS et les RAI ils sont négatifs, je fais une injection les gamma-globines anti-D, qu'elles saignent ou qu'elles ne saignent pas. À l'âge, parce qu'on a trouvé, parce qu'il y a la transfusion fétale in utero sans retentissement clinique, c'est-à-dire qu'il y a un passage de globules rouges du fœtus chez la maman, sans qu'il y ait de retentissement clinique, sans qu'il y ait de saignement, sans qu'il y ait rien. Et pour prévenir ce passage, et la maman va s'immuniser pour prévenir tout ça, ben on fait une injection de gamma-globulines anti-D à 28 semaines d'aménorrhée. Après, c'est bon. Après, tu l'as fait, ça couvre tout le 3e trimestre parce que c'est 3 mois. Après l'accouchement, on voit le fœtus. On voit le fœtus. Est-ce qu'il est de groupe sanguin positif ou là, vous avez autre chose qui est beaucoup plus intéressante pour éviter ce stress de la grossesse, c'est quoi? Alors, pour éviter patiente négative, la positif, on fait pour la surveillance, on fait les RAI, on fait les gamma-globulines cystacènes, ou là on fait les gamma-globulines anti-D de manière préventive, mais on peut faire autre chose. Comment on le fait? Par comment ça se fait qu'on peut? Voilà, parce que chez la maman, pendant la grossesse, il y a de l'ADN fœtal qui circule, d'accord? Et grâce à cet ADN fœtal, on peut faire aujourd'hui plein de choses. On peut faire le génotype rhésus fœtal, on peut faire le DPNI, c'est le diagnostic prénatal non invasif, qui va nous dire sur l'ADN de ce fœtus, l'ADN fœtus qui circule chez la maman, est-ce qu'il est trisomique 21 ou la trisomie 13 ou la trisomie 18, d'accord? Donc grâce à ces cellules-là, aujourd'hui, qui circulent chez la maman, on peut faire plein de choses, d'accord? Parce que pour le diagnostic anténatal suivi de grossesse, vous avez l'écho de la nuque, qui doit être inférieur à 3 mm. Vous avez le triple test qui se fait entre 11 semaines et 13 semaines et 6 jours, où on dose l'ostriol, l'HCG et on dose le papa. D'accord? L'alpha-féto, c'est au 2e, mais d'abord, il a surtout le premier trimestre. Où là, vous avez le DPNI, le diagnostic prénatal non invasif, prélèvement de sang, et on voit trisomie 13, trisomie 18, trisomie 21. D'accord? Mais si vous avez une nuque, supérieure à 3,5 ou égale à 3,5 mm, aujourd'hui, on passe directement à la myosynthèse. Ça ne sert à rien de faire la myosynthèse karyotype, parce que le karyotype va donner pas que la trisomie 21, il va donner toutes les autres anomalies du karyotype. C'est pas تبني je suis على الموضوع. D'accord?
deux diagnostics qu'on doit soulever. Elle peut être enceinte. Voilà, elle peut être enceinte, donc ça peut être une molle, ou là, ça peut être un cancer de l'endomètre. Ça fait? D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, bêta-HCG, voilà. Bêta-HCG, et à ce moment-là, on peut faire une hystéroscopie, voir, et à ce moment-là, on aspire et on fait le diagnostic. C'était une molle. C'était une molle. C'était une molle. Il faut surveiller. Comment on surveille la molle aujourd'hui? Bêta-HCG, vous le faites comment? Comment? Bêta-HCG quantitatif. Et comment vous faites l'assurance? Rapidement. Comme ça, on passe à d'autres cas cliniques. C'est de la révision. C'est une fois par semaine. Une fois par semaine jusqu'à négativation. Une fois par semaine jusqu'à négativation. D'accord? Et ensuite, une fois par mois, pendant combien de temps? 6 mois à 1 an. 6 mois à 1 an. Est-ce que c'est une molle partielle? Voilà, d'accord? Donc il y a eu ce cas clinique. Ce cas clinique, il y a eu une chute des bêta-HCG, mais il y a eu une réascension. Donc, chute des bêta-HCG, réascension. Ça signe quoi? Ça signe probablement l'invasion. D'accord? Ça signe probablement l'invasion. Donc, si ça signe l'invasion, elle a 45 ans, elle a déjà des enfants, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Voilà, rapidement. Donc, l'hystérectomie, molle invasive. Mais n'empêche que même si hystérectomie, molle invasive, est-ce qu'il faut continuer ou ne pas continuer à surveiller l'HCG? Voilà, je continue, je surveille. Regardez un autre cas clinique de molle qui était mal prise en charge. Regardez la surveillance d'LHCG. Elle a eu la première aspiration, la deuxième aspiration. Et regardez cet HCG. Ça a été une surveillance mensuelle. Et cette surveillance mensuelle, 248, la même chose, réascension de l'HCG chez une patiente, elle aussi. Et là, regardez, c'est une molle qui a vraiment envahi le myomètre. Ça freine. Alors, c'est ça le problème ici. Alors, c'est là le problème ici. D'accord? Est-ce qu'il faut faire l'hystérectomie ou là, il faut faire regarder la cavité endométriale? Mais c'était un processus qui était proche des vaisseaux utérins. Donc, soit l'hystérectomie, mais à risque, parce qu'il y a un gros risque de saignement, soit faire de la chimiothérapie. Et après, il y a plusieurs protocoles de chimiothérapie. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, c'était une molle invasive. Cette patiente a eu son hystérectomie dans des conditions un peu difficiles. Et après, on a surveillé l'HCG. Et suivant le résultat, ce n'était pas un chorio, c'était juste une molle invasive. Donc surveillance de l'HCG seule. Et après, l'HCG s'est effondré. Oui? Comment? Vous avez dit toi? Oui? S'il y a des métastases dans le chorio. D'accord? C'est-à-dire le bilan d'extension, c'est IRM pelvien, scanner thoraco-abdominal, IRM cérébral. D'accord? Avancé. Oui, c'est un stade avancé, bien sûr. Voilà. Regardez, voilà. Donc, c'est l'aspect, la molle partielle, la molle complète. Et voilà la classification. Molle identifiant complète partielle. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Et vous avez, dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, vous avez la molle invasive et le chorio. D'accord? On avance. Donc, on a le bilan d'extension. Vous allez voir juste un... Ok, voilà, regardez. La surveillance, elle doit être hebdomadaire jusqu'à non-négativation confirmée sur 3 dosages. C'est ça les recommandations. 3 dosages, tu redoses, tu redoses, tu redoses. Et après, une surveillance mensuelle. Comme on a dit, sous ostroprogestatif. D'accord? Ok? C'est important parce qu'on envoie des molles. Parce que le problème, c'est qu'elle va se balader entre un médecin généraliste et un spécialiste. Et il faut que le généraliste soit averti. D'accord? C'est très important. Après, ils te disent 6 mois en cas de molle partielle,
d'accord, ou la 12 mois, d'accord? Ok. Donc la contraception importante, voilà. On va avancer. Un autre cas clinique, 26 ans. Salpingectomie droite en juin 2006, placitubère gauche en juillet 2007, d'accord? Ok. Douleur pelvienne et métrorragie. Je pense que là, on élimine une GU. Donc bêta, c'est regardez les signes indirects de la GU. Hypertrophie endométriale. Ça ferait l'hypertrophie endométriale, on va chercher l'épanchement. La GU, il ne faut surtout pas passer à côté. Hein. C'est très important. Regardez, l'ovaire, on va le reconnaître par quoi? Par ses follicules. Et on va chercher éventuellement l'image latéro-utérine. D'accord? Donc c'est très important pour voir. Et après, on va réfléchir. Est-ce que cette patiente... Et voilà l'image. Regardez l'image. L'ovaire, il est là avec des follicules. Et l'image latéro-utérine. Donc c'était une GU. Après, on va réfléchir. Cette patiente-là, elle a déjà une placitubère. Donc elle a déjà une trompe qui a été réparée. Donc les décisions ne sont pas toujours faciles par rapport à cette patiente. D'accord? Voilà la cellule. Donc rapidement, tac, il y avait du sang dans le ventre, hop, et voilà. Et c'était une GU, je pense, en voie d'avortement tubo-abdominal. Tu vois, c'était une GU qui était vraiment au niveau de l'extrémité distale de la trempe. Donc on s'est dit, comme c'était une GU en voie d'avortement tubo-abdominal, donc on peut éventuellement conserver cette trempe et non pas lui faire une salpingectomie. Donc on a aspiré cette partie qui était pavillonnaire. C'est un peu, tu vois, si on baisse la lumière, on verra mieux. C'est un peu sombre, je suis désolé. D'accord? Donc on a lavé, on a bien lavé et voilà. Ok? Donc on a conservé la trempe. D'accord? Mais bon, entre nous, ce n'est pas une trempe d'excellente qualité. C'est une trempe qui a déjà été réparée, qui fait logiquement une trempe qui est déjà réparée, qui fait une GU, il faut l'enlever. D'accord? Walikin Hadi, elle avait déjà des antécédents de salpingectomie la trempe contralatérale. Donc il a zoult, il a la trempe Hadi, c'est que 12 ans la fécondation in vitro, tiers. Donc après les conditions des jambes, ça qu'elle mais malheureusement, ça c'est une histoire qui est catastrophique parce que cette patiente, elle a récidivé, comme elle était issue d'un milieu pas très favorable, n'empêche qu'elle comprenait, dès qu'elle avait mal, elle allait voir son gynéco pour comprendre est-ce que c'est une grossesse intra ou la extra. Mais malheureusement, elle a récidivé, elle a fait ça, elle a fini par avoir une salpingectomie. D'accord? 45 ans. Métrorragie, 4 enfants. Voilà. 45 ans, métrorragie, 4 enfants. Quel est le premier réflexe que vous allez avoir? 45 ans, métrorragie, et elle a 4 enfants. شنو؟ Elle saigne. كيفاش؟ جات عندك السلام عليكم. دخلات عندك للبيرو. Vous l'interrogez. Fatima, je saigne, j'ai 45 ans. Je vais te dire là. Je vais poser un spéculum. Ah, pour voir le saignement mnéngé. Mais je viens de dire l'échographie. L'échographie parce que ça c'est un truc après. Mais en fin de compte, elle avait une grosse tumeur bourgeonnante du col. Et comme cette patiente-là qui vit à Casablanca, imaginez. La plus grande ville économique du Maroc, où des médecins, il y en a partout. Des hôpitaux, des centres de santé. Et aussi, 45 ans. C'est-à-dire, qui refuse de se faire examiner. Elle a dit 45 ans, regardez. Elle a tellement le cancer a évolué, tellement ce cancer a fistulisé au niveau de la vessie. Là, la partie Hadi, c'est un plan de dissection entre la vessie et l'utérus. Il y a un trou ici. Donc il y a un envahissement latéral de son cancer. C'est un peu dommage. Si elle vivait en montagne, oui, mais elle vivra à Casablanca. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est ce que je dis. D'abord, il y a 45 ans, elle se dit j'ai toujours mes règles. Ouais, et demhadik. Donc c'est pour ça que le dépistage en tant que médecin
quel que soit son travail en tant que dépistage, c'est extrêmement important. La première des choses, je pose un spéculant pour voir mon col. D'abord, je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on est confronté à plein de choses. On est confronté aux réseaux sociaux en tant que médecin. On est confronté à beaucoup de choses. C'est ça le problème. Le malheur de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des médecins, il y a un médecin en France, un imminent chirurgien qui a été condamné, spécialiste de l'endométriose, Sid, les femmes l'ont poursuivi parce que, soi-disant, quand ils les examinaient brutalement en faisant ces touchés rectaux pour voir l'extension de la maladie endométriose. Pour imaginer à quel point, et nous, ça va venir chez nous. D'accord? Donc la critique est facile. Donc, la femme qui refuse la pose d'un spéculum, vous l'écrivez dans votre dossier médical. Refuse de pose de spéculum. On ne sait pas l'avenir comment il va être. Bien sûr, saignement abondant. Oui, c'est un 5 minutes, ça fait. Saignement abondant. Saignement abondant. Je vais dire, si tu connais un pince languette avec des compresses, je pose mon spéculum, ou j'enlève mes caillots et je vais finir par voir mon col. Il faut prendre son temps. C'est clair que les patients refusent la pose du spéculum parce que c'est douloureux. Il faut échouer, parce que les spéculums, il y a plusieurs tailles. Vous avez le spéculum qui est très large, ou le spéculum qui est moyennement large. Et quand je pose mon spéculum, la pose du spéculum est très importante. J'appuie un petit peu sur ma fourchette. C'est-à-dire, si je n'appuie pas sur ma fourchette, le gros problème qui va se poser, c'est que je vais buter sur lui. Donc, j'appuie sur ma fourchette. D'accord? J'appuie sur ma fourchette et je fais pénétrer le spéculum doucement. Je peux m'aider avec un lubrifiant au départ. Ce n'est pas conseillé, mais je peux m'aider. Donc ça, c'est très important. Après, il y a des patientes, puis s'il a mis, des patientes qui mettent. Ah. Non, c'est-à-dire que là, j'ai que l'image échographique, j'ai pas l'image spéculum. D'accord? OK? Mais là, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'on voit très bien. C'est-à-dire que là, j'ai juste l'anecdote. C'est-à-dire que c'est pas là. Malheureusement, sans être critique, il y a des médecins qui font pas d'examen gynéco, l'écho, et il peut passer à côté de maladies. D'accord? C'est pour vous dire. L'examen clinique, c'est bien d'avoir un échographe, je dis pas le contraire, mais l'examen gynéco est très important. D'accord? Voilà, nzido cas clinique ou la nhabso. 39 ans, métrorragie. Regardez, 39 ans, métrorragie. On est passé d'un cancer extrêmement invasif à une petite lésion du col. Ça touche malheureusement la lumière. Ça touche la lèvre postérieure du col. Donc c'était une image localisée au niveau de la lèvre postérieure du col. Si on avait posé un spéculum, on aurait vu cette lésion. Mais allez, regardez, vous avez vu ce plan de dissection? D'accord, vous avez là-bas l'utérus, la vessie, c'est un feuillet qui est là, qui est anatomique, d'accord? Il n'y a aucun problème. Alors que là, le col, il est là, la lésion, elle est là. Donc je vais mettre une pince, je biopsie et j'aurai le diagnostic du cancer invasif. Donc avec mon spéculum. Ou l'échographie, il a le retentissement, dès que l'échographie me bête. C'est-à-dire que l'examen au spéculum est extrêmement important chez les patientes qui saignent. D'accord? Qu'elles soient enceintes ou pas enceintes. Même là, j'ai eu une patiente qui est enceinte. Avant de faire, il faut que je vois la couleur du sang. Est-ce que c'est un sang noirâtre? Est-ce que c'est un sang rougeâtre? Un sang rougeâtre, ça m'oriente probablement vers une fausse couche. Le sang noir, le sang il est noir. Et Allah, flagieux, il est noir. Voilà, c'est le temps d'arriver. Voilà, je saigne. Quand j'ai une bonne hémostase, je fais mon caillot. Après le caillot, je fais la lisse du caillot. Et après la lisse du caillot qui s'effrite, le sang il devient noir. C'est l'évolution. D'accord? Voilà, on avance. 42 ans, je saigne. Voilà.
42 ans, je cède. Regardez cette image-là qui prend le Doppler couleur. D'accord? Vous avez vu l'endomètre qui est là. Voilà, c'est un endomètre épaissi. Maintenant, est-ce que c'est une hypertrophie endométriale toute bête ou autre chose? Qu'est-ce que je fais? Voilà, soit l'hystérosono, soit l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, je la fais au cabinet médical, biopsie endométriale pour voir déjà est-ce que c'est un cancer. Ok? Donc si c'est un cancer de l'endomètre, après, je dois réfléchir. Quel est l'examen qui va me donner le retentissement sur le myomètre? L'échographie donne, mais il faut être un bon écho. Voilà, l'IRM. La profondeur de l'invasion, c'est l'IRM que je vais faire et qui aujourd'hui... On peut différencier avec l'échographie entre l'hypertrophie de l'endomètre et un polype. L'hypertrophie, elle est souvent polypoïde. Alors le polype, quand c'est un polype isolé, on met le Doppler couleur, on voit la vascularisation du polype. C'est-à-dire c'est un trajet vasculaire qui va vers le polype, vers l'image échogène. Quand c'est un endomètre qui est polypoïde, généralement c'est des vaisseaux pénétrants. Quand vous avez un fibrome intracavitaire ou un fibrome sous-muqueux, la vascularisation, elle est périphérique, le fibrome. C'est une vascularisation coralliforme. Et autre chose, le fibrome, il déforme la cavité. Le polype, il ne déforme pas la cavité. D'accord? C'est des petits éléments qui feront. Maintenant, de temps en temps, on coince. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'hystérosono. Avec l'hystérosono, ça aussi, ça nous aide. Et l'hystéroscopie diagnostique, elle aussi. Docteur Omar, oui? Je suis désolée de vous interrompre. Malheureusement, notre temps est fini. C'était vraiment une présentation très intéressante. On a appris plein de nouvelles informations. Merci de nous honorer et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup.